Aristote est un disciple de Platon. Comme lui, il est l'un des penseurs les plus influents que le monde ait connu. Et comme lui, il a abordé presque tous les domaines de la connaissance de son temps. Pour Aristote, la philosophie est en quelque sorte la science des sciences. Elle comprend trois domaines. La science théorique qui comprend la métaphysique, la mathématique et la physique. La science pratique qui est tournée vers l'action, qu'on appelle la praxis, et qui inclut la politique et l'éthique. Enfin, la science productive qui inclut la technique et la production de quelque chose d'extérieur à l'homme, tel que par exemple l'agriculture, la poésie, la rhétorique et de façon générale tout ce que fait l'homme. Averroès est un philosophe musulman né en 1126 à Cordoue, en Espagne. Il exerçait les fonctions de grand cadi, c'est-à-dire de juge suprême à Séville. Il était également le médecin privé des sultans de son époque. Averroès est considéré comme l'un des plus grands philosophes de la civilisation islamique. Il représente au sein de la troisième religion du livre le courant rationaliste, réformateur et émancipateur. Averroès insiste en effet sur la nécessité pour les savants de pratiquer la philosophie et d'étudier la nature créée par Dieu. Il leur recommande donc les sciences profanes, notamment la logique et la métaphysique, en plus de la médecine. Il est également apprécié des scolastiques, c'est-à-dire les théologiens du Moyen-Âge. Pour Averroès, en effet, l'âme est un intellect unique qui, pour tous les hommes, active les idées intelligibles. Cicéron est un homme d'État romain. Il est issu de la bourgeoisie. La carrière militaire ne l'intéresse pas. Aussi, après une solide formation à la rhétorique et au droit, il réussit grâce à ses talents d'avocat à conquérir en 63 avant Jésus-Christ le consulat. Il sera ensuite exilé en 58 avant Jésus-Christ. Revenu à Rome quelques années après, il ne joue plus de rôle important sur la scène politique, dominée alors par Pompée et César. Durant la guerre civile qui débute en 49 avant Jésus-Christ, il se rallie à Pompée, puis s'efforce de s'accommoder du pouvoir de César, avant de soutenir Octave contre Antoine. Cela lui coûtera la vie en 43 avant Jésus-Christ. Épictète est un philosophe qui se rattache à l'école stoïcienne. Sa doctrine morale a eu une influence certaine sur l'empereur romain Marc Aurèle. Épictète met en avant l'aspect éthique de la philosophie. Celle-ci est donc essentiellement pratique. Épictète est fidèle aux conceptions traditionnelles de l'école du portique, stoa, signifiant en grec portique, d'où le nom de stoïcisme donné à cette école fondée par Zénon en 301 avant Jésus-Christ. Selon cette doctrine, l'homme est soumis à un destin rationnel et inexorable parce qu'ordonné par les lois de la nature. Pour atteindre le bonheur, Épictète conseille donc à l'homme de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de lui et d'accepter ce qu'il appelle le décret du destin. L'homme doit donc accomplir son devoir en dépit des circonstances, en tenant compte néanmoins de sa nature sociale et en considérant les autres de manière rationnelle et bienveillante. Épicure est un philosophe grec né au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il fonde en 306 l'une des plus grandes écoles philosophiques de l'Antiquité, qu'on appellera l'épicurisme. Comme Démocrite, il soutient en physique l'idée que tout ce qui existe est composé d'atomes indivisibles, lesquels se meuvent aléatoirement dans le vide et peuvent se combiner pour former des agrégats de matière. Pour son disciple Lucrèce, l'âme est donc un agrégat d'atomes, et non une entité spirituelle. En éthique, Épicure défend l'idée que le souverain bien est le plaisir défini essentiellement comme absence de douleur. En logique, Épicure considère que la sensation est à l'origine de toute connaissance. Il annonce ce faisant l'empirisme qui postulera que toute connaissance provient principalement de l'expérience. Lucrèce est un poète et un philosophe latin.
il est l'auteur d'un seul ouvrage appelé De Rerum Natura, ou de la nature des choses, dans lequel il décrit le monde selon les principes d'Épicure. C'est donc grâce à Lucrèce que l'épicurisme est connu, dans la mesure où il n'est pratiquement rien resté des ouvrages d'Épicure. Lucrèce est angoissé. Il faut le dire, il vit dans une époque troublée par les guerres civiles. Massacre de Marius en 88-87 avant Jésus-Christ lors de la première guerre civile romaine, révolte de Spartacus qui, à la tête d'esclaves quelques années plus tard, fit vaciller la République romaine, conjuration menée par le sénateur Lucius Sergius Catilina, visant la prise du pouvoir à Rome en 63 avant Jésus-Christ, autant d'événements tragiques qui émaillent la vie de l'époque. On retrouve cette gravité dans les pages sombres de De Rerum Natura. Il y est question de la mort, du dégoût de la vie, de la peste d'Athènes. Lucrèce y professe sa passion anti-religieuse, à laquelle il oppose la dimension rationnelle. Il explique ainsi de façon matérielle les objets et le vivant. D'après lui, ceux-ci prennent forme au travers de la combinaison d'atomes. Lucrèce unit ainsi à la science épicurienne, souvent difficile, la douceur et la dimension visionnaire de la poésie. Platon est le disciple de Socrate. Il vit en Grèce à l'époque de la démocratie athénienne. Il critique avec force les sophistes, orateurs et professeurs d'éloquence qui dominent alors le monde intellectuel dans la Grèce antique. Platon, outre son maître Socrate, s'inspire également de la pensée de Parménide, d'Héraclite et de Pythagore, afin d'élaborer sa propre pensée. Il a exploré dans ses dialogues la plupart des domaines de la pensée, de la métaphysique à l'éthique, en passant par l'esthétique et bien sûr la politique. S'agissant de la méthode, Platon explique que seul le dialogue permet de dépasser les opinions particulières, ce qu'il appelle la doxa, pour accéder à l'universel. Sur le fond, on distingue trois périodes. Les dialogues de jeunesse, dont Protagoras et Gorgias, les dialogues de la maturité, dont Phédon, le banquet et la République, enfin les dialogues de la vieillesse, avec notamment le Parménide. S'il est une idée à retenir de Platon, c'est le mythe de la caverne. À travers cette allégorie, Platon montre que les hommes sont semblables à des prisonniers qui prennent les ombres projetées devant eux sur la paroi de la caverne pour la vérité. Le prisonnier que l'on détache et qui sort au dehors symbolise le philosophe, qui, en passant de l'illusion au réel, est alors en mesure d'édifier une morale et une politique.